mission professionnelle depuis des années, c'est d'accompagner les entrepreneurs, donc des gens qui désirent partir des nouvelles compagnies, des nouveaux projets. Et au cœur de ces projets-là, l'innovation souvent technologique. Et après avoir fait ça pendant plus de 6 ans comme investisseur dans un fonds qui s'appelle Real Ventures, fonds de start-up en technologie, j'ai décidé de resserrer un petit peu mon focus et de regarder aux innovations pour la crise climatique. Donc, comment est-ce que les entrepreneurs, par le biais de l'innovation, peuvent nous aider à nous sortir des enjeux qui sont reliés à la crise climatique? Il faut aller vraiment aussi comprendre c'est quoi les inégalités qu'on a dans notre société, parce que si on ne règle pas les inégalités entre les humains, on ne réglera pas la disparité puis le gaspillage de nos ressources non plus. L'investissement durable, sa différence principale, c'est qu'il ne fait pas que considérer le retour financier pur et dur. Donc, on considère les facteurs qu'on appelle extra-financiers en finance durable, et c'est donc de vouloir dire si j'ai 100 millions de barils de pétrole dans le sol, et puis que j'ai un modèle financier qui dit je peux les vendre à tel prix, ces barils de pétrole-là, que ce n'est que ce que je considère, je peux dire hey, ça vaut des milliards de dollars. Les mêmes barils de pétrole, si je considère des facteurs extra-financiers, puis je dis si je les extrais du sol, si tu extrais du sol tes barils de pétrole, tu vas détruire la planète et on s'en fout combien les gens vont être prêts à payer. S'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de société, ça vaut zéro. Et donc là, quelque chose qui était positif devient même négatif parce que si tu te mets à les extraire, tu crées de la valeur négative parce que tu détruis la planète. Fait que la première valeur financière seulement est réduite. De la même façon, aujourd'hui, on a des compagnies, des villes, des pays qui sont prêts à payer des choses plus chères parce qu'elles sont produites avec de l'énergie propre. Puis là, on arrive à ce point de bascule-là. Là. On a des gens qui sont prêts à dire « D'habitude, je payais telle matière, 1 $, le 100 grammes. Je suis prêt à payer ça 2 $ le 100 grammes si tu me garantis que la façon dont ça a été produit avec des énergies propres et que ça n'a pas pollué la planète. » Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a mis dans le système financier une autre valeur, un multiplicateur qui fait que quelque chose vaut plus cher que juste sa propre valeur financière sur le marché. Et puis c'est ça le grand shift qui est arrivé dans les dernières années. Puis on le doit beaucoup aux gens qui travaillaient dans les fonds de pension, puis des actuaires qui travaillent dans les compagnies d'assurance, qui ont fait des modèles financiers sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis se sont mis à dire les risques pour la planète, ça coûte de l'argent. Ça va déprécier la valeur de tes actifs. C'est ton super building qui est sur le bord de l'eau. Si le niveau de la mer monte d'1 mètre, il vaut beaucoup moins cher s'il y a de l'eau dans ton lobby que quand tu étais sur la plage quand tu sortais du building. C'est drôle à dire, mais c'est catastrophique parce que ça, c'est à une échelle gigantesque sur la planète. Et donc, c'est plate à dire, mais le capitalisme se sauve un peu de lui-même en réalisant qu'il va perdre de l'argent s'il ne s'occupe pas de la planète. Ce que j'aime beaucoup dans le modèle des Fab City, ça me fait beaucoup penser à l'open source. Hein, ça a les mêmes racines philosophiques en quelque sorte. C'est-à-dire que la capacité de fabriquer quelque chose n'est pas un secret. Au contraire, si on partage la manière de réaliser quelque chose avec le plus de monde possible, ça va être bénéfique. Donc, hein, c'est des systèmes, des cercles vertueux. Donc, cette idée-là de dire on est capable de reproduire des choses, de partager la manière de le faire, donc de le faire en réseau, et de travailler vers une durabilité des objets. Donc, faire que le système il n'est pas meilleur si je vends plus de chaises, mais le système il est meilleur si je fabrique moins de chaises, par exemple, pour donner un exemple simple. Réparer une chaise, aujourd'hui, c'est un art perdu. J'imagine que quand tout le monde vivait dans un environnement où c'était difficile de te procurer une chaise qui était fabriquée ou que c'était long de fabriquer une chaise, quand ta chaise était brisée, tu n'achetais pas, tu la réparais. Fait que cette idée-là aussi de réparation, de réparabilité est super intéressante pour moi, puis elle est imbriquée dans le concept de la Fab City. Puis le dernier concept, c'est le concept de production autonome. Qu'est-ce qu'on est capable de produire nous-mêmes? On n'est pas capable de tout produire en grande quantité. Qu'est-ce qu'on est capable de produire nous-mêmes en quantité suffisante? Ça amène aussi à dire qu'est-ce qu'on pourrait consommer moins. Peut-être que si la limite naturelle nous montre qu'on est capable d'en produire moins, peut-être qu'on devrait en consommer moins. Puis finalement, ça dit, on peut tous participer à ça aussi. C'est pas
Les choses qu'on a, ils font partie de notre vie. C'est pas quelque chose qui est fabriqué dans une usine quelque part, je l'utilise, puis après je le jette, puis je sais pas ça va où. Les gens qui ont visité des très grandes usines sont toujours impressionnés de voir comment c'est à une échelle incroyable. Même chose quand on visite les dépotoirs. Les sites d'enfouissement, c'est débile. Là. C'est des étages de déchets. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Dans notre contexte de quotidien, on n'est pas conscient de ça. Fait que je pense qu'il y a aussi de reconnecter avec la fabrication puis l'utilisation. Puis là, ça revient au développement durable parce qu'on pense que les choses, si on se rend compte comment des effets négatifs de trop en produire puis de trop en jeter, on devrait avoir de meilleurs comportements par rapport à ces choses-là.